Allô. Bonsoir à tous. Merci d'être venus célébrer la poésie avec nous. Désolé pour le retard et les petites formalités qu'on a dû faire il y a quelques instants. On est ravis de vous accueillir au Ground Control pour nous envoler ensemble vers d'autres cieux de vie et d'avenir. On va avoir 1h30 de débats et de mots inspirants de la part de ces 4 intervenants que vous allez voir tour à tour vous emporter. Et ensuite, on fera un jeu de société collectif pour coécrire des œuvres poétiques de notre avenir. Alors, pour commencer, en fait, je voudrais vous présenter une vidéo qu'on avait fait dans la première édition avec Jean-Pierre Gou de Blue Turn, qui s'appelle L'univers dans un unique verre et qui avait été réalisée à la base pour la Journée de la Terre et qui est justement un voyage poétique dans un avenir possible. Overview. I love you. Pangea. Where are you? Hello humans, we have a problem in our system because we're all brothers and all sisters. And we have the power to change the future and write a poem in all our cultures. It's the return of Pangea, the god of mankind with Gaia, and all the earthlings breathing in an energy of karma. So what's left for us in the future if we can't do what's right in the present? Instead of all trying to be number one, let's just be one, together without numbers. One humanity, one world, one harmony, one love, one family, one soul. Change the world for good, not for good. We can be part of the solution or part of the pollution. The question for this generation, we are the revolution. So do we want to create a better society for the few or for the future? We care about the outcome of humanity, not only its income. So please come. In the soil to heal the world. Human nature is just a connection between humans and nature. And know that when you change the world, it's a chance for all. And when you change the world, it's a chance for love. We believe in human kindness for a world-wise win-win. Overview effect, poetically correct. History doesn't repeat itself, it rhymes with saving the planet. We're not history in the making, but a future amazing. All on the same boat, it's called the HR, the human relationship. So let's embrace our destiny. In the humility of humanity lies the opportunity of our unity as one entity. To build a world of harmony in this new century. With no more follow me, no more follow we. Let's become that harmony generation for a heaven of revolution is our next human evolution. The one that said yes to life, yes to the future, yes to our planet, yes to common good, and yes to our human kindness. Making big or small is beautiful, but together forever are wonderful. And our common dream is still to see the universe in a single, unique verse. Our home sweet home is the dome of our soul. And survival of the forest is the only progress that matters on this planet. A man without dreams is like a bird without wings. And we still believe in the heart of each and every human being. No matter whether beauty or poetry both save the world, we just hope that one day we'll live as one. Magic. As the world keeps spinning and the phone's still ringing, have we lost our feelings at the cost of living? Should we stop that killing? Is love a real thing? The earth is bleeding, nature can be healing, so let the new story of mankind begin.
Et si on écrivait ensemble une nouvelle histoire de l'humanité, ou plutôt un futur en fait. La poésie, c'est la musique de l'âme, disait Voltaire. Et moi, ce qui m'intéresse dans la poésie avant tout, c'est ses vertus. La première étant le champ lexical, comment on peut trouver le mot juste pour notre communication au présent. Et puis le champ des possibles, comment on peut aller contempler l'idéal et puis se projeter dans un avenir possible. Moi, j'aime à dire que l'utopie est un possible à venir, pas un possible à venir. Donc, bienvenue ce soir. Je vais vous présenter les 4 intervenants que vous avez l'occasion de découvrir. Emma Scali, qui est à la fois comédienne, auteure. Elle a réalisé un spectacle l'année dernière sur la lumière. Elle a un livre qui est sorti qui s'appelle Mon journal d'écriture thérapie. Donc elle va nous en parler justement de l'art-thérapie notamment et de l'art-utopie. Frédéric Brun, qui est le concepteur de cette magnifique anthologie de poétique qui s'appelle Habiter poétiquement le monde. Voir en fait quelle est la différence entre la poésie et le poétique. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle La Beauté, sous sa maison d'édition qui s'appelle Poésis également. Solène Thomas, qui est chasseuse de tête et de cœur, qui est experte en biodiversité des talents et qui a fondé une association qui s'appelle Éclore, qui œuvre à justement faire éclore les talents de personnes de la société civile pour essayer de trouver leur voie et qui organise de nombreux événements et notamment une fête, un festival des talents. Et c'est quoi le festival? Éclore des talents et de l'emploi, voilà, l'acronyme de fête. Et Michael Dandrieux, qui est un sociologue de l'imaginaire et cofondateur d'une boîte qui s'appelle Eranos et qui va nous faire voyager dans le temps passé, dans le temps présent et dans le temps futur. Alors j'ai envie de commencer cette soirée par Frédéric, pour que tu puisses nous parler justement de cette notion-là, de cette dichotomie entre la poésie et le poétique, et notamment cette notion d'émerveillement, et comment on peut tous habiter poétiquement le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que justement voir le monde de manière plus subtile, de manière différente, de changer de paradigme, qu'est-ce que ça peut apporter? Et notamment le rattacher à cette notion de la beauté, qui d'ailleurs est le thème du Printemps des poètes de cette année. Cher ami, c'est à toi d'ouvrir le bal. Écoute, en fait, habiter poétiquement le monde, c'est tiré d'une phrase d'un grand poète allemand qui s'appelle Hölderlin, d'un poème qui se nomme En bleu adorable. Et dans ce poème, il y a un vers qui est tout simplement sur terre poétiquement habite l'homme. Ce vers qui est resté inaperçu dans un poème de Hölderlin pendant près de 100 ans, a été ensuite tout d'un coup commenté notamment par un philosophe allemand comme Heidegger et ensuite un grand nombre de philosophes. Et ce vers est devenu emblématique, est devenu une devise transformée, on pourrait dire par maintenant cette devise habiter poétiquement le monde. Alors, résumer le fait d'habiter poétiquement le monde, justement, c'est une anthologie de 368 pages. En quelques mots, c'est difficile. Alors, par quoi je pourrais commencer? En fait, moi, j'ai été marqué par, justement, Hölderlin et un autre poète qui s'appelle Novalis. Ce dernier poète, Novalis, a fait partie d'un mouvement de pensée très important, environ en 1790 à peu près, 1800 en Allemagne. Et il a participé à une revue qui s'appelait l'Athénaeum. Et dans cette revue, les esprits les plus brillants de l'époque, des scientifiques, des philosophes, des poètes, voulaient tous s'exprimer en mettant la poésie au centre de toutes les disciplines. Alors pourquoi mettre la poésie au centre de toutes les disciplines? C'est parce qu'ils considéraient que l'intuition poétique était supérieure à la connaissance rationnelle. C'est une réflexion qui est tout à fait marquante, venant justement par exemple de la part d'un poète comme Novalis, qui était éminemment érudit puisqu'il avait fait des études de droit pour sa carrière professionnelle. Il avait fait des études de philosophie, d'histoire, il était très fort en sciences, parce qu'il avait intégré
l'Académie des sciences de Freiberg, qui est l'équivalent, on pourrait dire aujourd'hui, de l'école des mines. Donc c'était quelqu'un de très très brillant. Et il en était arrivé à la fin de son existence à la conclusion que son intuition poétique lui apprenait plus de choses, le rapprochait plus de la vérité, d'une certaine vérité du monde, que la connaissance rationnelle. Et j'ai trouvé cette réflexion tout à fait intéressante. En tout cas, elle correspondait à mes pensées personnelles. Elle m'a permis moi-même d'apprendre, d'essayer de découvrir ce sujet plus amplement. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire un certain nombre d'essais, et notamment, par exemple, des extraits qui étaient dans cette revue l'Athénaeum. Il y a un extrait qui m'a particulièrement marqué, qui est présent dans l'anthologie Habiter poétiquement le monde. C'était l'extrait d'un de ses collaborateurs, Friedrich Schlegel, qui était fondateur avec son frère de la revue Athénaeum. Et dans un texte qui se nomme Entretien de la poésie, Friedrich Schlegel distinguait la poésie du verbe de la poésie du monde. Il énonçait clairement que avant la poésie du verbe, ou la poésie de la création, existe tout simplement la poésie du monde. C'est la poésie du monde qui est présente aussi bien dans les végétaux, dans toutes les merveilles du monde, que ce soit dans le sourire d'un enfant, dans une plante. Donc, pour lui, il s'intéressait particulièrement à cette poésie du monde qui arrive avant la poésie du verbe ou avant la poésie de la création. C'est ce que on pourrait appeler le phénomène poétique du monde, qu'un autre auteur dont j'ai publié un essai qui s'appelle Jean Onimus, un auteur qui a publié un essai « Qu'est-ce que le poétique ?», il vient nous définir qu'est-ce que le poétique dans notre existence. Et pour définir le poétique dans notre existence, il utilise tout simplement une distinction entre le poétique et le prosaïque. Alors le prosaïque, c'est tout ce qui dépend de notre raisonnement, qui est tout ce qui nous fait réfléchir, tout ce qui nous fait être efficace dans notre existence. Et le poétique, au contraire, fait partie de l'imaginaire, nous associe à l'imaginaire, à l'intuition. Et Jean Onimus explique très clairement dans son essai qu'il ne faut pas renoncer au prosaïque, parce que bien évidemment, sans le prosaïque est essentiel. Sans le prosaïque, nous ne pourrions pas vivre, et il ne s'agit pas de vivre simplement poétiquement. Mais ce qu'il propose dans son essai, c'est un juste équilibre entre le prosaïque et le poétique. Et il considère que dans notre société actuelle, notre société contemporaine, il y a un dysfonctionnement parce que le prosaïque a pris toute la place. En fait, toute notre vie est gérée par le prosaïque. Nous avons sans arrêt besoin d'être efficaces, utiles, et nous oublions dans de larges moments de notre existence cette part poétique qui est importante. Cette part poétique qui peut nous permettre, justement, comme je le disais, à travers les réflexions de poètes comme Novalis, ce poétique qui peut nous permettre de nous relier au monde autrement. Souvent, j'associe pas forcément ce poétique justement au mot. Je pense au tableau, par exemple, du romantisme allemand. Je ne sais pas si vous connaissez, vous aimez les tableaux de Caspar David Friedrich, par exemple, où il présente des personnages qui sont en parfaite osmose avec la nature, et on sent une unité, une unité entre l'homme et le monde. Et c'est ce que le poétique peut nous proposer. Justement, de ne plus séparer ces éléments-là, d'en faire une unité, en plus du fait que le prosaïque a pris plus de place que le poétique. Il y a les deux phénomènes. Le prosaïque a tendance à nous... dans le prosaïque, on a besoin d'être rapide, on a besoin de... l'efficacité demande de nos jours une rapidité, une diversité. On est dans un monde où on est submergé d'informations. Et le
poétique, au contraire, demande un dépouillement. Vous m'entendez assez bien? Le poétique demande au contraire plus de concentration, plus de dépossession, un rythme plus lent. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Bon, moi, je pense que c'est un équilibre. Il faut savoir être prosaïque par moment et poétique par d'autres moments. Si tu avais un apprentissage que tu as pu voir ou une sagesse que tu as envie de transmettre justement à nous tous ce soir, en fait, sur comment prosaïquement vivre plus poétiquement, qu'est-ce que tu nous donnerais comme enseignement? C'est moi-même une démarche. J'ai conçu une anthologie qui s'appelle Habiter poétiquement le monde et je ne prétends pas avoir de tes recherches. Je ne prétends pas être arrivé à habiter poétiquement le monde. Justement, c'est une quête permanente, c'est un apprentissage permanent. Je pense que la lecture m'a beaucoup aidé. Dans cette anthologie Habiter poétiquement le monde, j'ai réuni plus de 120 auteurs, et le fait de les lire, d'essayer de comprendre leur message, la lecture m'a beaucoup apporté. Ça, c'est le point principal. C'est une lecture qui n'est pas forcément dans la lecture d'aujourd'hui, parce que les livres qui sont qui marchent le mieux actuellement, c'est souvent des livres de fiction, des romans, et le grand public est moins intéressé et moins attiré en premier lieu, parce que par ces essais poétiques qui sont pourtant à notre disposition. Il y a un grand nombre de livres, d'essais qui traitent du poétique et que nous pouvons lire et qui nous apportent chacun leur singularité, qui peuvent nous apporter des messages importants. Alors la lecture, est-ce que la contemplation, notamment de la beauté, peut en faire partie sur cette notion d'émerveillement pour habiter plus poétiquement le monde? On dit souvent que la beauté sauvera le monde, peut-être que la poésie aussi. Est-ce que la contemplation de la beauté peut faire partie de cette manière de vivre plus poétiquement? Oui, la contemplation. Alors la contemplation, elle peut concerner plusieurs types d'émerveillement. Justement, dans le livre que je viens de publier, La beauté, il y a différents chapitres. Alors par exemple, il y a la beauté naturelle et la beauté artistique. On voit que dans l'histoire de la pensée, il y a des grandes opinions différentes sur qu'est-ce qui est plus beau. Est-ce que c'est la beauté naturelle ou est-ce que c'est la beauté artistique? Est-ce qu'un tableau est plus beau qu'un paysage? Moi, je m'intéresse aux deux. C'est vrai que je suis émerveillé devant un paysage, un coucher de soleil, devant de la neige qui tombe. Ça, l'émerveillement devant la beauté naturelle, il est facile. Je suis aussi attiré personnellement par la beauté des tableaux en particulier, ou la beauté des sculptures. Il y a des expressions, je ne sais pas qui a employé le premier, qui a fait le premier cette comparaison, mais qui a dit que un tableau, c'est de la poésie muette. Et parfois, je trouve bien plus de poésie dans un tableau qui est un chef-d'œuvre, que certains poèmes. Parce que je me suis amusé dans l'anthologie, il y a un auteur qui met « On trouve de la poésie nulle part », on trouve de la poésie, partout, sauf dans les mauvais poèmes. Donc parfois, on peut trouver plus de poésie dans un tableau qui est un chef-d'œuvre que dans un poème. Donc la contemplation, oui, elle est très importante devant la nature ou devant les œuvres d'art. Et alors, si tu dis que un tableau est une poésie muette, parce que j'ai envie de parler de contemplation de l'humain, est-ce que l'humain serait une poésie vivante? Oui, bien sûr. Pas un mauvais humain.
Oui. Non, parce que ça m'intéresse en fait qu'on revienne en fait sur l'humain, parce que dans la coécriture, ça va être justement, on va écrire demain avec nos mains et aussi avec les humains en fait. Donc ce chemin humain qui va vivre notre destin commun, en fait, je voudrais qu'on puisse voir en fait le merveilleux dans l'humain. Est-ce que tu sur la beauté en fait, est-ce que tu veux le merveilleux dans l'humain, je pense que tu en parleras. Je sais que c'est ton sujet central, c'est comment se développer personnellement, humainement. Et effectivement, moi je pense que le poétique peut nous permettre de nous améliorer humainement. Je pense que le poétique, je n'irai pas forcément vers des grandes considérations comme la poésie peut entièrement sauver le monde. Pour moi, c'est un peu trop. Mais je pense que la poésie peut nous permettre de nous changer humainement. Et si chacun s'améliore un petit peu, cherche sa part d'amélioration, c'est comme ça que peut chacun humainement, là c'est la part du colibri, je crois, le poétique peut nous permettre de nous grandir individuellement. Et si chacun peut se grandir individuellement, petit à petit le monde va certainement s'améliorer. Donc la poésie, elle est dans l'humain, elle est vivante dans l'humain. Il faut qu'elle grandisse, qu'elle fleurisse en l'homme pour s'améliorer déjà soi-même. Et quand on est bien soi-même, on peut mieux donner aux autres forcément. Et pour faire éclore des talents derrière. On va y revenir Merci beaucoup mon cher Frédéric. Je voudrais qu'on passe un petit peu à Emma pour que tu puisses nous parler de... Les mots sont un monde de merveilles, dit-on. Tu as écrit un livre sur les vertus de l'écriture, sur l'art-thérapie. J'aimerais bien que tu nous expliques en fait en quoi est-ce que écrire ça te permet de t'épanouir et aussi en fait en quoi est-ce que ça peut permettre de coécrire notre avenir aussi, et sur cette notion de comment est-ce qu'on peut passer d'un art thérapeutique à un art utopique et du jeu interne au nous externe ensemble. Alors bonsoir. En fait, moi, je suis venue à l'écriture au fur et à mesure de ma vie. Il se trouve que j'ai fait des études de philosophie, donc la beauté dont on parle là et la poésie, évidemment, ça me parle. Et à la base, je suis comédienne et aujourd'hui, je suis également psychothérapeute. Et en fait, mon travail par l'écriture, puisque je suis devenue scénariste, en fait, moi, m'a permis de pouvoir aller à la rencontre de moi-même, mais par un biais, je dirais, sublimé, en fait. C'est-à-dire que... évidemment, quand les gens viennent en psychothérapie, ils se racontent, mais je trouve qu'il est intéressant de passer par la sublimation artistique parce que ça nous permet de créer, voire de co-créer, puisque moi je travaille avec eux, de co-créer quelque chose de nouveau. Et pour moi, la poésie permet ça, en fait. La poésie, elle se trouve partout, elle se trouve, en effet, je te rejoins complètement Frédéric, dans l'émerveillement. Et je crois que notre monde est un monde en tumulte. Il y a beaucoup de souffrance dans ce monde. Moi, je le vois dans le cabinet, mais je pense qu'on le sent aussi du fait de l'actualité, des difficultés, des attentats qui nous ont ébranlés fortement. Et je crois que l'espoir, je suis profondément optimiste, peut-être un peu barge, mais c'est comme ça, passe par le fait que nous essayons de tirer les fleurs du mal, comme dirait Baudelaire, c'est-à-dire d'aller chercher de la beauté là où nous nous rencontrons, dans un regard, dans un câlin, dans un échange. Et voilà. Alors, à quoi sert l'écriture? Pour moi, c'est un temps de pause. Je travaille beaucoup en écriture automatique avec les gens que j'accompagne et je trouve que c'est intéressant de pouvoir laisser parler son inconscient comme ça et que ça prenne forme. Et en général, c'est une forme qui est belle et c'est une forme qui nous touche. Et pour moi, l'écriture fait ça.
Et elle est très souvent extrêmement poétique. Je suis toujours très touchée en fait quand les gens se livrent à l'écrit, qu'ils se racontent comme ça et que d'un coup il y a une émotion qui émerge. Parce que pour moi l'émotion c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est ce qui est à l'intérieur de nous et je suis pour la colère, pour la tristesse et pour la peur, bien sûr la joie aussi, hein. mais je ne suis pas du tout contre ces émotions et presque tout le développement personnel autour de la gestion des émotions m'agace un petit peu. Enfin, bien entendu qu'il faut les maîtriser, mais je crois qu'il faut d'abord les accueillir. Et l'écriture permet ça en fait. Elle permet de dire son émotion, de la poser, de la réfléchir, de la sentir et de la partager. Et pour répondre à ce que tu disais, pour moi, coécrire demain, c'est partager. Et dans mon spectacle l'année dernière, je disais que pour moi, le génie, c'est toi plus moi.